Bienvenue à notre exploration des sources partagées. Aujourd'hui, on plonge dans un classique de la psychologie sociale, un livre qui a vraiment fait du bruit, La soumission à l'autorité de Stanley Milgram, paru en Tout 74. à fait. La question au cœur de ce livre, elle est vertigineuse. Pourquoi des gens ordinaires obéissent à des ordres qui vont contre leur conscience? C'est la grande question. Émile Graham, lui, il a voulu tester ça directement, pas juste avec des théories, avec une expérience célèbre menée à Yale au début des années 60. Oui, L'idée, c'était en partie de comprendre comment des horreurs historiques, comme sous le nazisme, ont pu être commises par des gens normaux, quoi. notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette étude. Qu'est-ce qui nous pousse à obéir et qu'est-ce qui fait qu'on résiste? Accrochez-vous parce que les résultats sont assez déstabilisants. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comment il a fait Milgram? Il a passé une petite annonce, tout simplement, À nous, Even? une annonce dans le journal, Oui. pour recruter des volontaires, des hommes, entre 20 et 50 ans, de tout milieu, ouvriers, employés, profession libérale. On leur a dit que c'était pour une étude sur l'apprentissage et la mémoire, à Yale. Ça impose Yale. Oui, le cadre compte. Alors ils arrivent au labo et là? Là, on leur présente un autre participant, qui est en fait un complice, Monsieur McDonough, un comptable. Et hop, tirage au sort truqué, le volontaire devient l'enseignant, le complice, l'apprenant. D'accord. Et il y a un expérimentateur, c'est ça? Exact. En blouse grise, l'air très sérieux, un peu froid même. C'était un prof de bio en réalité. Il explique le but, étudier comment la punition affecte la mémoire. Tout est très scientifique, en apparence. Et l'apprenant, le complice, on l'installe où? Dans une autre pièce, attaché une chaise, électrode au poignet. L'enseignant, lui, il est devant une machine assez impressionnante. Un générateur de choc, Ah oui, le fameux générateur. avec 30 manettes, de 15 à 450 volts. Et les étiquettes? Choc léger, choc intense, jusqu'à danger, choc sévère et même XXXX à la fin. Brr, ça donne des frissons. Exactement. Et pour être sûr que l'enseignant y croit, on lui fait tester un petit choc de 45 volts, juste pour sentir que c'est réel. Malin. Et donc, la tâche commence. Oui, l'enseignant lit des paires de mots, l'apprenant doit s'en souvenir. À chaque erreur, l'enseignant doit envoyer un choc et augmenter la dose d'un cran à chaque fois. Mais l'apprenant ne reçoit rien en fait. Rien du tout, 0 volt. Mais il joue la comédie. Très bien d'ailleurs. Il grogne, il se plaint, il crie, il supplie d'arrêter. Il parle même de problèmes cardiaques dans certaines versions, non? Oui, c'est ça. Et à la fin, c'est le silence total. L'enseignant ne sait pas ce qui se passe derrière la cloison. Et là, forcément, l'enseignant hésite. Il veut arrêter. Bien sûr. Et c'est là qu'intervient l'expérimentateur avec ses phrases toutes prêtes. Veuillez continuer. Puis, si ça suffit pas, l'expérience exige que vous continuez. Ça monte en pression. Carrément. Après, c'est il est absolument essentiel que vous continuez. Et le coup de grâce, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Pas le choix, c'est fort comme injonction. Le but, c'est donc de voir jusqu'où ils vont aller? Exactement. Jusqu'où une personne ordinaire va suivre les ordres d'une autorité qu'elle juge légitime, même si ça implique de faire souffrir quelqu'un. Et alors, les résultats? Parce que l'intuition, c'est qu'on s'arrête vite, non? Par pitié, par morale. Ben, c'est ce que tout le monde pensait. Hein. Milgram avait demandé à des psys, des étudiants. Tous disaient personne n'ira jusqu'au bout, sauf peut-être un ou deux sadiques. Et en vrai? En vrai, dans l'expérience de base, celle où on entendait la victime mais sans la voir, presque 2 tiers des participants, 65%, sont allés jusqu'à 450 volts. 65%? C'est énorme! Ça a été un choc pour tout le monde, y compris Milgram. On comprend le rapprochement avec la banalité du mal d'Hannah Arendt. Pas des monstres, mais des gens normaux qui font leur boulot, quoi. C'est ça, des exécutants obéissants. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils le faisaient sans problème. Milgram a noté une tension extrême chez beaucoup. Ah oui, comment ça se manifestait? Tremblements, sueur, rires nerveux, des rires vraiment bizarres, incontrôlables, des protestations verbales, des supplications à l'expérimentateur, même chez ceux qui allaient jusqu'au bout. Donc ils étaient en plein conflit intérieur. Ils souffraient de faire souffrir, mais ils obéissaient quand même. C'est ça le paradoxe. Exactement. Et pour Milgram, cette tension, c'est la preuve que les forces qui les maintenaient dans la situation étaient très puissantes, plus fortes que leur propre conscience à ce moment-là. D'accord, mais Milgram, il voulait comprendre pourquoi ce chiffre était si élevé, qu'est-ce qui influence cette obéissance. Il a fait varier l'expérience, c'est ça? Tout à fait. Il a changé plein de paramètres, méthodiquement. Un des plus importants, la proximité de la victime. Ah, la distance physique et psychologique. Qu'est-ce que ça changeait? Énormément. Les 65%, c'était quand la victime était dans une autre pièce.
Quand elle était dans la même pièce, visible et audible, hop, ça tombait à 40%. Déjà une sacrée différence, hein. Attends, c'est pas fini. Quand le sujet devait lui-même forcer la main de la victime sur la plaque métallique. Le contact physique direct. Oui. Là, seulement 30% allaient jusqu'au bout. C'est logique, quelque part. Voir, toucher la victime, ça rend la souffrance tellement plus réelle. L'empathie prend le dessus. C'est l'explication la plus directe, oui. La souffrance n'est plus abstraite. Milgram parle aussi de champ réciproque. La victime te regarde, ça crée un lien différent. Ça peut même, dit-il, créer une sorte d'alliance contre l'expérimentateur. Intéressant. Et l'autorité alors? Sa force, sa légitimité? Un autre facteur absolument clé. Quand l'expérimentateur donnait les ordres par téléphone, au lieu d'être présent, L'obéissance devait chuter. elle s'effondrait à environ 21%. Et certains faisaient semblant d'obéir en appuyant sur les mauvais boutons. La présence physique de l'autorité est donc cruciale. Et si ce n'est plus une figure d'autorité qui donne l'ordre? Si c'est juste un autre type lambda? Milgram a testé ça aussi. Si l'expérimentateur partait et qu'un autre participant, un complice bien sûr, disait « Allez, continue, augmente les chocs », Là, personne n'obéit, j'imagine. presque, seulement 20%. Ce qui prouve bien que c'est pas l'ordre en lui-même, c'est qui le donne. Le statut, la blouse grise, le rôle. D'accord. Et si l'autorité se contredit elle-même? Genre deux expérimentateurs qui ne sont pas d'accord? Ah, ça c'est radical. Si un dit « continuer » et l'autre « arrêter », l'action est paralysée. Presque tout le monde s'arrête net au moment du désaccord. Une autorité divisée perd tout son pouvoir. Logique. Et le prestige de l'endroit, Yale, si ça avait été dans un bureau miteux. Bonne question. Il a fait l'expérience à Bridgeport, dans des bureaux sans affiliation visible avec Yale. Et alors? Ça a baissé? Un peu, oui, mais ça restait très haut, 48% d'obéissance maximale. Donc, Yale joue un rôle, mais c'est surtout le cadre scientifique, le sérieux perçu de la situation qui compte. Ok. Donc proximité de la victime, force et cohérence de l'autorité, et l'influence des autres, le groupe. Ah, le groupe. Effet massif. Quand Milgram a mis le vrai sujet avec deux complices qui jouaient les enseignants et qui se rebellaient à un certain point, Le sujet suivait la rébellion. majoritairement, oui, seuls 10% continuaient jusqu'au bout dans ce cas. Voir d'autres résister, ça donne une force incroyable pour oser dire non soi-même. Le soutien social, c'est un rempart. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, hein. Mais j'imagine que l'inverse est vrai aussi. Et comment? Si le sujet avait juste une tâche secondaire, lire les mots par exemple, et qu'un autre complice s'appuyait sur les boutons. La responsabilité est diluée. Exactement. Et là, l'obéissance grimpe en flèche. 92,5% continuaient jusqu'à la fin. C'est le fameux « je ne faisais que mon travail », la dilution de responsabilité dans la chaîne de commandement. Terrifiant, ça. On voit ça partout. Alors, comment Milgram synthétise tout ça? Quelle est son explication centrale? Il développe le concept d'état agentique. C'est l'idée clé. L'état agentique, c'est quoi exactement? C'est en état mental, si tu veux, où l'individu ne se voit plus comme agissant pour son propre compte, de manière autonome, mais comme un agent. L'agent exécutant les volontés d'une autorité supérieure. Comme si on passait en mode exécution d'ordre et qu'on mettait sa propre responsabilité de côté. C'est un peu ça. La responsabilité ressentie change de nature. On se sent responsable envers l'autorité, il faut bien faire ce qu'elle demande, mais plus pour le contenu des actes mêmes. La conscience morale n'est pas abolie, mais son focus est détourné. Qu'est-ce qui déclenche ce passage alors? Plusieurs choses. Identifier une autorité comme légitime, le scientifique, l'université, le contexte. S'engager volontairement dans la situation, au départ, et aussi l'idéologie qui justifie l'action. Ici, c'était la science, le progrès de la connaissance. D'accord. Mais une fois qu'on est dans cet état, qu'est-ce qui empêche d'en sortir? Surtout quand ça devient difficile. Milgram parle de facteurs de liaison, non? Oui, c'est ce qui nous tient dans la situation. Ça peut être la simple politesse, la peur de paraître impoli ou de rompre l'engagement initial. C'est difficile de casser une interaction sociale comme ça. Et puis on se trouve des excuses, j'imagine, hein. Tout à fait. Des ajustements cognitifs. Se concentrer sur la technique, bien régler le générateur, dévaloriser la victime, il apprend mal, il est stupide, nier la souffrance. Tout pour réduire le malaise intérieur. Et l'idée que ce serait juste de l'agressivité qui sort, il la rejette. Complètement. Il a fait une expérience où les gens choisissaient eux-mêmes le niveau de choc. Résultat, quasi tout le monde restait au niveau les plus bas. Ce n'est pas le plaisir de faire mal qui motive l'obéissance. C'est vraiment la pression de l'autorité.
Ces expériences, même si c'est un labo, ça fait forcément penser à des choses bien réelles, bien plus graves. Oui, Milgram fait le lien très clairement avec l'Holocauste, avec My Lai au Vietnam. Il dit « Attention, les échelles sont différentes, mais les mécanismes psychologiques, état agentique, perte de responsabilité, justification idéologique, ce sont les mêmes selon lui. » Le point important, c'est que ce sont des gens ordinaires, pas des sadiques pathologiques. Et ça a été répliqué ailleurs, ces résultats, hein. Oui, dans plein de pays, Allemagne, Italie, Afrique du Sud, Australie, avec des taux d'obéissance souvent similaires, voire plus élevés. Donc ce n'est pas juste un truc américain des années 60. Non, et Milgram met en garde, la démocratie ne nous protège pas automatiquement de ça. Le problème, c'est l'autorité en soi, notre rapport à elle. Des démocraties ont aussi commis des actes terribles avec l'obéissance de la majorité. Sa conclusion est assez pessimiste, non? Il parle d'une faille fatale en nous. Oui, cette capacité à renoncer à notre jugement moral pour nous fondre dans une structure hiérarchique. Des qualités comme la loyauté, la discipline peuvent devenir des pièges et nous lier au pire. C'est troublant. En résumé, donc, Milgram nous montre de façon assez brutale comment la situation, la structure sociale, peut nous amener à faire des choses contraires à notre morale. L'idée clé, c'est cet état agentique. C'est ça. On devient l'instrument d'une autorité et la responsabilité semble lui être transférée. Ça pose des questions fondamentales sur notre capacité à résister, sur la responsabilité individuelle dans les organisations. Et il y a eu des critiques éthiques fortes aussi, hein. Bien sûr, le stress infligé, la tromperie, c'était très controversé. Milgram répondait que la plupart des participants, après coup, disaient avoir appris quelque chose d'important sur eux-mêmes et sur la société. Mais le débat reste ouvert. On reste avec ce dilemme. On a besoin d'organisation, de hiérarchie pour vivre ensemble, mais ça comporte ce risque de dérive terrible si on ne questionne pas l'autorité. Exactement. Et pour finir, sur une note qui invite à réfléchir, Milgram cite Harold Laski à la fin de son livre. Quelque chose comme La condition de la liberté, c'est toujours un scepticisme large et constant envers les règles que le pouvoir impose. » Un scepticisme constant. Peut-être que c'est ça la vraie leçon. Cultiver cette vigilance critique. Toujours se demander « Pourquoi j'obéis ?» Est-ce juste ? Une question qui ne vieillit pas, hein ?